Superman en PTSD, les Titans en Convention et surtout Charles de Gaulle. Bienvenue dans D'ici vu d'ailleurs, épisode 2. Et donc oui, c'est notre deuxième épisode. Nous sommes toujours 3, même si on a un petit siège qui est en train d'être gardé au chaud pour de futures fois. Donc je me présente, je suis toujours SN Parod, et je suis toujours accompagné de Nico. Salut. Et de Midnighter. Bonjour tout le monde. Voilà, vous allez bien ? Très bien, et toi ? Oh bah oui, toujours. On a toujours donc pour ambition de parler donc des titres d'essai qui sortent en VO, hein, de l'autre côté de l'océan Atlantique, mine de rien. Ça fait une trotte et heureusement aujourd'hui on peut les lire beaucoup plus facilement. Et donc du coup bah on se permet de donner notre avis pas tout à fait en temps réel mais presque. Ça va, c'est acceptable. Très acceptable. Très bien. Alors, on a un petit programme aujourd'hui qui est assez conséquent, ça va. Il y a encore eu pas mal de lectures. On va commencer peut-être avec un numéro 3, le numéro 3 de Green Lantern. Alors, Nico, est-ce que tu veux nous le pitcher un petit peu, ce résumé, ce numéro ? Je peux essayer. Très bien. Et c'est pas évident puisqu'il y a eu un trou de 2 mois avec Night Terror. Tout à fait. Du coup, dans ce troisième numéro, on a un côté Sinistro qui se décide un peu à pointer le bout de son nez et qui essaye d'attirer l'attention de Hal Jordan, alors que Hal Jordan fait un peu le relou et continue à essayer de draguer Carol Ferris. Oui. Voilà comment je pitch cet épisode. C'est vrai, c'est un peu ça. J'aurais rajouté éventuellement qu'il fait des expériences avec son anneau et qu'il arrive à faire les couleurs. C'est vrai. Ce qui m'a l'air d'être un truc qui peut être très intéressant si on en fait des choses après. Mais bon, encore une fois, il faudra voir. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah, je t'avoue que j'étais optimiste en me lançant d'abord sur le titre parce que j'avais beaucoup aimé le Flash de Jeremy Adams, comme vous deux, je crois. Oui. Mais tu vois, pour le moment, Green Lantern, j'accroche pas tout à fait. J'aime bien, mais il manque un petit truc. À mon avis, c'est le choix que le titre se passe uniquement sur Terre. Pour le moment, ça tue un peu le côté épique que j'aime chez Green Lantern. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que c'est très down to earth et un peu plan-plan. Ouais, pour le moment, oui. Heureusement, il y a Xermanico qui sauve un peu le tout et qui fait qu'à chaque fois qu'on lit l'épisode, on en prend plein les yeux. Mmh. Après, heureusement aussi, je trouve qu'il y a Kilowog aussi. Sinon, on se ferait un peu... Oui, c'est vrai qu'il était cool aussi dans cet épisode-ci. Alors moi, si je peux me permettre d'intervenir, je suis beaucoup plus sous le charme que vous deux, j'ai l'impression. J'aime beaucoup que ça soit je trouve que ça se passe sur Terre. L'avantage, c'est que ça reste très centré sur Hal Jordan. Ça reste vraiment centré sur lui, sur ses problèmes. Que mine de rien, il y a une explication qui a été donnée au début de la série, qui est que la Terre a été plus ou moins mise en quarantaine par les gardiens de l'univers à cause de tout ce qui s'y passe. Et que Hal Jordan leur a un peu dit, comme d'habitude, d'aller voir ailleurs s'ils y étaient, et qu'il a été du coup renvoyé sur Terre. Mm-hmm. Typiquement notre Hal Jordan favori. J'aime beaucoup aussi qu'on voit Kilowog en coach de baseball. Enfin, moi je trouve ça vraiment. Enfin, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup voir. Sinestro, je trouve qu'il en fait quelque chose d'intéressant, Adams, parce qu'on se rapproche plus d'un chef de gang. Il a quasiment pas agi directement lui-même dans les phases d'action. Il avait toujours des sbires ou autres. Donc je trouvais ça assez intéressant, et il y a aussi forcément tout le mystère par rapport au nouvel anneau de Hal Jordan, puisque c'est un anneau qu'il a créé lui-même plus ou moins de force. Mm-hmm. Et voilà, ça
moi, je trouve ça quelque chose qui est très cool. Les dessins de Xermanico, forcément, Oui, bah oui. il a pu le présenter, sont très sympas. Et il y a aussi le backup qui est centré sur Jon Stewart pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle série qui commence la semaine prochaine, qui est aussi très intriguant, très intéressant. Une série donc qui est écrite par Philip Kennedy Johnson. Donc voilà, qui est un monsieur qui fait beaucoup pour DC. On peut dire. Moi, ce que j'aime bien le côté où tu disais, oui, Sinestro qui agit avec des espèces de sous-fifres, qui ont en plus des sous-fifres un peu cool, parce que t'as quand même King Shark. Et une pieuvre géante. Oui. Et en fait, ouais, c'est un peu le truc où Sinestro, ça y est, il montre un petit peu pourquoi il fait partie de la société des vilains, quoi. C'est que de temps en temps, il en a besoin. Mais en fait, je pense que notre différence d'appréciation vient peut-être du fait, en tout cas, je pense pour moi que Hal Jordan, c'est pas le truc que je préfère dans les titres Green Lantern. Donc forcément, quand tu me proposes que du Hal Jordan, ça passe parce que c'est bien écrit et ça va, mais c'est pas le truc que je préfère, je pense, dans tout ce qui est possible de faire en Green Lantern. Oui, c'est sûr. Et de toute façon, a priori, on va avoir quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus épique ou spatial avec World Journal, ouais, avec la série sur Jon Stewart. Tout à fait. Donc peut-être que tout le monde va pouvoir manger à sa faim. On aura la réponse la semaine prochaine. Tout à fait. Mais en tout cas, au bout de 3 numéros, enfin 5 techniquement, puisqu'on a les 2 de Night Terror, Adams fait un bien meilleur travail sur Hal Jordan, enfin sur Green Lantern d'un point de vue général, que la série qu'on a eue au début de l'ère Infinite en 12 numéros, qui était une horreur absolue. Moi, je l'avais trouvée intrigante et j'aurais bien aimé voir où ça allait. Mais justement, peut-être justement parce qu'on n'a pas les mêmes choses qu'on attend d'une série Green Lantern. Enfin, de mon côté, ça m'avait pas du tout convaincu. Cette-ci, je la trouve bien plus plaisante. Et bon, j'aime bien ce Hal Jordan vraiment loser. Ça me fait marrer. Tant qu'il ne redevient pas distributeur d'assurance comme pendant l'âge d'argent, ça me va. Alors on va donc passer à un numéro 1 qui se déroule plutôt à Gotham, avec Batman et Robin, numéro 1. Alors, Midnighter, je te laisse en parler. Donc, Batman et Robin, c'est le nouveau titre de Williamson, qui est très occupé entre l'architecture globale de DC en ce moment, sa série Superman et plus d'autres que je dois sans doute oublier à droite à gauche. Mm-hmm. On retrouve du coup enfin le duo père-fils ensemble qui vivent maintenant ensemble. Damian emménage chez son père après toutes ses aventures sur Lazarus Island, etc. Mm-hmm. Et c'est un début très chouette. Alors, c'est un début très chouette. Faut savoir que personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Damian et là, je suis assez sous le charme de ce sale gosse qui parfois mériterait une petite claque. Mais voilà, et aussi Bruce Wayne en père, c'est bien, et c'est une relation où les deux qu'on a pas vraiment vu vraiment les deux dans un cadre vraiment intime, tous les deux en fait. Là, il y a vraiment que eux deux, il n'y a pas les autres membres de la Bat Family, il n'y a pas forcément Alfred, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve assez fun. Les dessins de Dimeo ont l'air assez cool aussi, sont assez cool aussi, sont assez sympas, sont bien colorés. J'ai juste un léger reproche, c'est que j'ai un peu trop l'impression que ça ressemble à un arc qu'on a déjà vu. Oui. Mais en même temps, vu que le nom du vilain a été révélé et qu'on le voit au prochain numéro, c'est pas vraiment une surprise. Je pense que pour le moment, c'est entièrement voulu de repartir sur quelque chose de frais, d'un peu plus posé, du coup, pour pas perdre tout le monde d'un coup. Moi, pour ma part, j'avais trouvé le numéro assez plaisant et assez bizarrement lumineux. C'est-à-dire que vraiment, en fait, quand je regarde pratiquement sur chaque case, en fait, t'as l'impression qu'ils ont mis un effet de lumière vraiment, vraiment fort au niveau du dessin. Genre, ils appuient dessus. Et ce qui est pas la norme pour un titre Batman, mine de rien. Et j'avais trouvé ça assez bizarre. Pour l'instant, j'en ai, je pense, assez
peu vu pour vraiment faire une idée globale, mais ouais, c'est du Batman sympathique. C'est du Batman comme on veut en lire régulièrement, quoi. Voilà, ça part pas trop dans du grand concept, mais du Batman classique. Oui, on reste dans du classique et je pense que ça fait du bien d'avoir cette série-là qui se cale pile entre la série Batman qui a des délires beaucoup plus orientés multivers SF et Detective Comics où c'est beaucoup plus une ambiance sombre et fantastique en fait. Donc pour moi, c'est un titre qui sait trouver le juste milieu et qui propose un ton un peu différent. Et toi, Nico? Je suis d'accord avec vous. On sent un peu que Williamson est un peu dans la continuité de ce qu'il a fait sur Robin Infinite. On reprend le Damien un peu tête à claque, mais pas trop. On lui rajoute enfin son père. Je trouve que la relation est bien écrite. C'est pas parfait, mais il y a une bonne entente. Moi, le seul bémol, c'est les dessins d'Imeo que j'aime pas du tout, en fait. Ah ouais. Il y a un problème avec ce côté trop numérique. Ah, c'est vrai. Oui, bah c'est un peu ça ce que je disais quand je disais lumineux, quoi. Alors c'est pas tout à fait des lens flares, mais t'as un peu cette impression-là de vraiment de la luminosité est poussée, quoi. Et c'est vrai que oui, j'aurais pas dit numérique, mais maintenant que tu dis le terme, oui, c'est vrai, oui. Sinon, pour le reste, ça m'a vraiment plu. À part peut-être le deuxième bémol que je mettrais, c'est faire revenir White Rabbit. C'est un peu un personnage dont on se passerait. Ouais, mais je pense que c'est pas mal pour un début, en fait, parce que tu vois, après, tu pars de White Rabbit, tu peux faire que monter les enjeux, en fait. Ça, c'est vrai. Et non, mais après aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Williamson a dit qu'il y avait un thème des animaux, et en effet, on a bien un thème avec les différents ennemis de style animal de chez Batman, qui a un zoo limite encore plus grand que celui de Spider-Man. Alors que Spider-Man est lui-même animal totem et que c'est à cause de ça, mais bon. Batman aussi est animal totem, mais la majorité des ennemis de Batman ne revendiquent pas être des totems d'animaux. Mais j'étais content de revoir Orca, ça faisait longtemps. Mais voilà. En gros, c'est un début qui est vraiment très plaisant. Et je lis la suite avec enthousiasme, même si Williamson me chope bien plus pour le moment avec son Superman que ça pour le moment. Ouais, mais c'est un premier numéro. Voilà, c'est ça. Et puis son Superman partait aussi avec un coup de hype avec Kennedy Johnson, tandis que là, Batman, on est un peu moins hype qu'on fait l'épisode précédent. Alors, je vous propose de bouger un petit peu, tout simplement, d'endroit et d'aller dans une ville inconnue, mais dans une rue pleine de dangers, avec le numéro 9 de Danger Street. Alors, Danger Street, c'est le dernier titre de Tom King, dessiné par George Fornace. Et donc voilà, il y a une certaine hype dessus. Et en gros, c'est un titre où en fait on voit énormément de personnages de l'univers DC, en fait. Contrairement à ce qu'il y avait l'habitude de faire au niveau de Tom King, c'est-à-dire de prendre un personnage. Là, Tom King a pris vraiment toute une galerie de personnages tout aussi méconnus et essaye d'en faire quelque chose. Et là, en fait, alors je vous explique, ce numéro-là, ce numéro 9 en particulier, moi je l'ai appelé directement La dialectique peut-elle casser des briques ? Donc, qui est une référence à un vieux film de kung-fu détourné dans les années 70, où en fait on a échangé tous les dialogues des combats pour faire en fait aussi des combats de rhétorique en même temps que les combats de kung-fu. Et en fait, ce numéro est un numéro de combat pendant toute la durée du numéro entre Manhunter et Jonathan Drew, l'assassin. Et en gros, ils n'arrêtent pas de parler. Ils parlent tout le temps. C'est même au bout de 4 minutes, enfin de 4 pages de combat, ils arrêtent de se taper et ils s'envoient que des trucs rhétoriques et à se poser des questions philosophiques tout le temps. C'est ça le numéro, littéralement. C'est assez rigolo. Il fallait le faire. J'aime bien le numéro. Après, je pense que vraiment, je connais un petit peu le reste de la série. J'ai pas lu tous les numéros, mais
sur 9, j'en ai quand même lu 6. Donc voilà. Et en fait, c'est tout à fait différent parce que les autres numéros, en fait, vraiment nous mélangent les intrigues. Et là, vraiment, on reste sur une seule. Et je pense que à la lecture globale, on va peut-être se perdre un petit peu, mais en tout seul, ça marche très très bien. Voilà. Après, faut aimer la parlotte. Hein. Là, c'est que ça. Hein. Voilà, voilà. C'est un peu pour ça de mon côté que j'ai un peu sauté cette série en VO. C'est parce que je connais Tom King et je sais que ça sera beaucoup mieux de lire ça une fois qu'on aura les 12 numéros. Donc, voilà. Mais j'ai lu les premiers numéros, je trouvais ça très sympa, mais pour moi, il faut vraiment attendre que tout soit sorti. Et de toute façon, c'est du Tom King, donc je sais que Urban Comics le sortira. Oui, ça c'est sûr. Mais encore une fois, ce numéro est très différent de tous les autres numéros. Vraiment, c'est des types qui se tapent sur le haut d'un building et ils n'arrêtent pas de discuter. Voilà. Je peux pas le résumer autrement. Donc voilà, c'est la fin de la série. J'étais assez moyennement convaincu par la série de façon générale. Déjà parce que je trouvais que les dessins n'ont jamais été très très fous. Et surtout au niveau de la caractérisation, quel que soit le personnage qui parle, j'ai l'impression que qu'on pourrait très facilement les remplacer par un autre et que ça n'aurait absolument rien ou presque changé. Donc c'est pour ça. Et aussi, je ne suis pas du tout un gros fan de Ghostmaker, donc à partir de là, c'est compliqué. Je suis assez d'accord, en fait. C'est pour le coup, en fait, la série était pas ouf. Je trouve que son deuxième arc est meilleur que son premier, donc celui qu'on vient de finir. Je pense que, en fait, l'idée, c'est donc le Joker créer plein de nouvelles versions de lui-même, comme Dusty Bronco, Charles de Gaulle et tout ça, et Alpaca aussi. Bref. Mais le problème pour moi, en plus du fait que ce soit un peu interchangeable, ou peut-être à cause du problème dont je vais parler, on a l'impression que c'est très interchangeable, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve le rythme du bouquin extrêmement mal branlé. C'est-à-dire que, en gros, toutes les choses arrivent en même temps, donc tu as en gros 6 attaques de Joker sur 6 villes différentes en même temps, et en gros, tu passes 3 pages sur l'un, tu passes ensuite 2 pages sur un autre, tu passes... Enfin, forcément que tu t'y perds et forcément que tout le monde a la même voix, quoi. Je trouve que ça aurait été vachement mieux si jamais on avait pris le temps, peut-être, de faire un numéro là-dessus, un numéro, tu vois, sur chaque truc avec le Joker, et ensuite faire le truc global, quoi. Où tout se réunit dans le dernier, quoi. C'est possible. Je reste pas convaincu que ça aurait sauvé la série, personnellement. Je pense que ça l'aurait pas forcément sauvé, mais putain, ça aurait été meilleur à lire. Ça aurait été plus agréable, en tout cas. Parce que y a des personnages que je trouve attachants. T'avais un début de romance entre Grey Wolf et Knight, c'était assez intéressant. T'as El Gaucho qui veut essayer de trouver le meilleur leader pour l'équipe. Enfin, il y a 2-3 petits trucs, des intrigues qui auraient pu fonctionner, tu vois. Mais voilà, ça a pas pris le temps de s'y intéresser, en fait. Voilà, et c'est vraiment dommage, je trouve. C'est une série qui avait du potentiel, mais qui l'a gâché. C'est un peu ça, mais au final, c'est pas grave. On perd Batman Incorporated pour gagner Batman and Robin, donc j'estime qu'il faut que DC arrive vraiment à garder un équilibre pour pas se trouver submergé de titres Batman tout le temps. Ça c'est sûr. On veut pas qu'il y ait que du Batman. Mais j'avoue que alors j'aurais bien aimé voir l'équipe sans Ghostmaker. Parce que justement, Ghostmaker, je pense, était l'ingrédient qui faisait que ça marchait pas trop. Oui. Voilà. Donc, j'aurais bien aimé voir. Bon, bah, tant pis. Je vais encore attendre 10 ans pour revoir Night Runner, Night, El Gaucho et tout ça. Et puis, bah, tant pis. Hein. Ils sont toujours là, quelque part. C'est déjà bien. On va donc passer tout simplement à un titre plus d'équipe, hein,
On va passer à World's Finest, mais World's Finest du côté des Teen Titans, et c'est le numéro 3, et c'est toi, Nico, qui va nous en parler. Il est facile à pitcher, celui-là. C'est les Teen Titans qui vont à une convention pour leur honneur. Sauf Robin, parce que le pauvre Robin, il est privé de sortie. Batman a décidé de le confiner à la Batcave. Et donc, du coup, on va avoir les Teen Titans qui vont être confrontés à leurs fans qui sont un peu hystériques. Oui. Et aussi à Toy Boy qui, lui, par contre, vire au harcèlement envers Bumblebee. Oui. Donc voilà. Toy Boy qui est une version un peu plus jeune en fait de Toyman, qui est un ennemi de Superman qui attaque avec des jouets. Même si là on a plutôt l'impression qu'il utilise de la magie. Oui. Bah tu sais, il est adolescent, il se rebelle contre son père, donc il fait l'inverse. Voilà. Donc c'est un épisode que j'ai trouvé très sympa. Mm-hmm. C'était assez drôle de voir cette convention qui part un peu, qui vire au n'importe quoi. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, c'est une lecture sympa, c'est pas non plus très marquant, mais au moins on en ressort avec le sourire. C'est ça, c'est un peu, j'ai un peu le même avis, mais je trouve pas que ça soit un truc mauvais du tout, au contraire. Que ça soit un comics vraiment léger, qui est clairement orienté pour un public plutôt adolescent, avec les Teen Titans qui restent avant tout des ados, donc ils font des trucs d'ados. C'est sûr qu'on verra jamais Batman aller à une convention de fans de super-héros, mais ça reste très fun de voir Speedy, Aqualad, Donna Troy, etc. y aller. Ça c'est vraiment cool, et bien sûr toujours le truc drôle qui démontre que c'est bien Robin leur leader, de comment à 5 il galère sur ça et que Robin en 5 minutes il arrive et il règle le souci de Toy Boy, donc voilà, je trouve ça assez fun, et les dessins sont aussi très sympas aussi. Oui, c'est Emanuela Lupacchino qui dessine. Exactement, c'est Lupacchino, oui. J'aime beaucoup son style assez fin, mine de rien. Et Jordi Belair au dessin aussi. Non, à la couleur. Tout à fait. À la couleur. Et Mark Waid au scénario, tant qu'on y est. Et tout le monde est. Oui. Oui, puisque la série reste un spin-off de World Finest Batman Superman. C'est ça. Oui, ça reste vraiment fun. Tout à fait, je trouve ça très fun aussi. Noter que certaines de leurs problèmes qu'ils vont avoir pour arrêter le méchant vient aussi des propres crasses qui se sont faits entre eux. Genre par exemple Kid Flash qui a un petit peu mélangé toutes les flèches de Speedy. Oui. Par exemple, qui était assez bien vu. Oui. Voilà, ouais. Je trouvais ça un peu bizarre, le côté vraiment être à fond sur Bumblebee comme ça. Mais bon, c'est un méchant. Voilà. Après, je trouve que c'est bien parce que ça permet indirectement de montrer que même dans les heures de super-héros, tu as des gros fans toxiques, en fait. Oui. Même si ça reste vraiment un méchant du dimanche, hein, c'est... c'est le fils de Toyman, quoi. Voilà. Donc voilà. Et en soi, c'est... Et encore, on sait pas vraiment parce qu'il s'appelle Toy Boy, mais c'est juste Robin qui lui donne ça entre guillemets. Donc ouais, mais on voit vite fait qui vient d'un endroit où clairement, on voit un peu l'ombre d'un père quelque part pendant quelques cases. Donc c'est vrai que j'étais un peu parti là-dessus, quoi. Non, pour moi, je pense que ça reste juste un gros fan bien toxique. Ah oui, ça oui. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que dans la preview, en fait, clairement, c'était Wonder Girl qui était mis en avant et pas Bumblebee. Donc je sais pas si c'est des changements ou si c'est juste une preview parce que Wonder Girl elle fait plus vendre. Je sais pas. Je sais pas, parce qu'après, la preview, c'est toujours les premières pages. C'est vrai que les premières pages... La sollicitation. Ah, la sollicitation, oui. En gros, c'est quelques lignes qui expliquent, en gros, le pitch. Oui, non, en effet, j'avoue que les sollicitations, je les lis, mais rapidement, donc... Et comme date d'il y a 3 mois, la plupart du temps, c'est un peu compliqué. C'est ça. Donc je me dis, est-ce que peut-être il y a 3 mois, c'était un autre plan ? Je sais pas.
Mais en tout cas, ouais, série assez sympathique. Les dessins marchent bien et tout ça. C'est encore plus bol d'air frais, je trouve, que World's Finest de base. Mm. Parce que. Enfin, tu sens encore moins le côté vraiment. Il y a un arc sur les 6 numéros. Tu le Oui. sens beaucoup moins encore que dans la série World's Finest de base. Oui, mais ça va arriver. Oui, je pense. Oui, il y a quand même un petit fil rouge en fond là, à la fin. Donc. Oui, avec des gens qui vont vite. Donc, mais en tout cas, vraiment, World Finest Teen Titan, pour moi, ça reste fun à lire, léger, cool. Presque ce qui manquait chez les Titans et les Teen Titans ces dernières années, en fait. Ah, il y a eu des tentatives, genre Titans Academy, il y avait un petit côté. Il y avait un peu des deux. Titan Academy, j'ai pas aimé du tout. Ah. Du tout. C'est. Moi non plus. C'était. On basait pas assez de temps pour s'intéresser Ah, ça, suffisamment clairement. aux étudiants. Et le mystère principal autour de Redix claquait au sol. Claquait Ah oui, au sol non, de A à Z. c'est pas ce mystère-là qui m'intéressait, c'était plus quand on allait à la plage avec les gorilles, avec les trucs comme ça. Là, c'était des trucs qui m'intéressaient, tu vois. Ouais, mais même là, je trouvais que ça volait pas non plus très haut et que la majorité des personnages n'étaient pas non plus extrêmement intéressants. Ils avaient un trop gros casting aussi. Ouais. Oui. Et je pense que quand on parlera de la série Titan, je pense qu'on pourra dire aussi que c'est un peu plus feel good que ça n'a pu être. D'ailleurs, en parlant de comics feel good et tout ça, eh bien, je vous propose de passer à tout à fait autre chose. Parlons de Wildstorm versus Wildstorm numéro 3. Eh bien, je crois que je suis tout seul là-dessus. Alors, en gros, on est dans un titre qui est... Je sais même pas si c'est dans la continuité ou pas. Non, parce que c'est du Black Label. C'est ça, donc on est dans les années 80. En gros, Lois Lane enquête sur justement qu'est-ce qui s'est passé, sur comment en gros pratiquement tout l'escadron Wildstorm est un peu mort à une certaine époque, que c'est Amanda Waller qui a repris en gros les services secrets. En fait, c'est toute une lutte pour savoir quel service secret on veut pour le futur. T'as t'as quelques survivants de Wildstorm en fait qui, dans le premier numéro, racontaient un peu à Lois Lane ce qui se passait, et là, en gros, Waller est au courant, donc du coup, ça commence à être la grosse guéguerre. Là, il y a Deathstroke contre Bataillon. Voilà, c'est pam pam boum boum. C'est pas ma cam. Je pense que c'est bien écrit, mais je pense que c'est pas ma cam. Voilà, c'est pour le coup vraiment quelque chose de politique, de vraiment... alors, politique au sens géopolitique, au sens machination, hein, pas au sens revendication. Ça, il y a pas mal de pompons boum boum, ça explose de partout. Voilà. C'est pas ma cam. Mais je reconnais une certaine finesse quand même un petit peu dans l'écriture. Vraiment, en gros, là, c'est les espions sur le terrain qui se battent pour savoir, en gros, quel va être le futur un peu des services d'agents secrets, et notamment de Checkmate. Voilà. C'est très très bien dessiné parce que c'est Jesus Merino. Voilà, par contre, au niveau de l'histoire, c'est pas ma cam. Evan Narcisse et Spencer Ackerman, voilà, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire. Est-ce que ça vous... Non, moi perso, j'ai testé le premier numéro et ça m'a pas convaincu. Ça me semble un peu lourd à lire, sans pour autant être un défaut. Donc j'ai préféré un peu le zapper. Moi, j'ai zappé carrément. D'accord.
pour être franc, j'ai Moi, trouvé. j'aime bien Wildstorm, mais Ouais. C'est Wildstorm un peu revu sauce DC quand même. ouais, voilà, c'est ça qui me faisait peur. Pour le coup, j'ai trouvé ce numéro 3 plus lisible que le numéro 1. Donc, fais-en ce que tu veux, Midnighter, mais voilà. Je trouve qu'en tout cas, ça va dans la bonne direction, en sens que ça devient quand même mieux. D'accord. On le verra. Passons à autre chose. Et passons à peut-être Batman, Gargoyle of Gotham, un numéro 1. Donc je laisse Nico nous parler. Oui. Donc, Batman Gargoyle of Gotham, c'est du Black Label. C'est un titre dessiné, écrit, ancré par Raphaël Grampa. Donc, du coup, qui propose sa propre vision de Batman. Batman qui est habité par sa mission au point qu'il envisage de tuer, entre guillemets, Bruce Wayne. Donc, on a Batman qui est sur les traces d'un tueur en série qui s'attaque aux riches. Il suit une piste qu'il a amenée dans un labo clandestin où il rencontre un psychopathe qui reproduit un dessin animé violent. De l'autre côté, on a James Gordon qui suit aussi ses propres pistes et qui lui mène plutôt l'enquête sur le tueur en série, alors qu'on a Batman qui affronte vraiment le psychopathe. Donc c'est un titre à l'ambiance très sombre. Dès le début, on a une vision de Gotham qui rappelle un peu le New York des années 80. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Personnellement, j'ai trouvé que le titre mélangeait bien l'action, et qui est parfois très violente. Limite, le coup du marteau, ça m'a rappelé de Red 2. Donc ça mélange bien l'action et le côté enquête, même si le côté enquête vient plutôt de Gordon que de Batman. Et c'est vrai. Évidemment, les dessins de Grampa, c'est une claque visuelle. Rien que pour ça, il faut l'acheter. Alors ce psychopathe s'appelle Krytoon et il est tout nouveau. Et en gros, ouais, il est un peu en noir et blanc. Voilà, il pleure quand il s'apprête à vous taper dessus. Enfin, il a une sacrée apparence, je trouve. Il fait pas vilain random, en tout cas. Non, en effet, son apparence est sympathique. Mais moi, j'ai quand même quelques réserves sur le titre. Notamment, je n'aime pas cette caractérisation de Batman. Enfin, c'est la création du Batman qui estime qu'il peut être Batman, mais que Batman, qu'il n'a pas à être Bruce. Enfin, voilà. Je trouve que ça devient vraiment lassant à la longue, que ça soit dans la continuité ou en dehors de la continuité. Et que je vois déjà la ficelle scénaristique arriver avec... où à la fin, il s'apercevra que le meilleur équilibre qu'il a, c'est quand il est à la fois les deux, parce qu'il est les deux. Donc c'est surtout ça. Je suis un petit peu gêné aussi par les dessins, mais après, je reconnais un certain style visuel. Mais vraiment, ce qui me dérange le plus dans ce récit, c'est pour moi la caractérisation de The Batman, pour le moment, qui est pas... Ouais. qui est quelque chose qui me fatigue beaucoup trop, en fait. Je suis d'accord avec toi sur la caractérisation, parce que c'est quelque chose que moi aussi j'ai déjà beaucoup trop lu et j'en ai un peu marre. Mais voilà, c'est un truc hors continuité et tout ça, et où on n'a jamais dit, tu vois, que ça allait être un truc ou un méta-commentaire sur... Enfin, ça a toujours été vendu vraiment juste comme la version de cet auteur, donc moi franchement je l'accepte plus facilement. Mais ouais, ça me fatigue un petit peu, mais tout le reste, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Les dessins, franchement, je les ai beaucoup aimés. Ouais, c'est... T'as Alfred, en fait, qui essaye toujours de garder le côté Bruce Wayne en vie, tu vois, mais bon, bah, clairement... en fait, c'est plus ça qui me fait mal, c'est qu'en fait, vraiment, t'as l'impression qu'il délaisse Alfred aussi. Chose que ni Bruce ni Batman ne feraient, pour le coup. Ça. Après, on reste dans le Black Label, donc on peut se permettre du out of character, etc. Mais pour moi, je pense que c'est une grosse ficelle scénaristique de commencer par là pour orienter ça vers un Batman pas plus lumineux, mais plus Batman, on va dire. Surtout que une fois de plus, ça se passe dans un format où Batman est encore un certain débutant.
Mhm. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu. C'est quelque chose où j'ai vraiment l'impression, une fois de plus, de l'avoir vu et revu. À titre de comparaison, j'ai trouvé bien plus intéressant le premier numéro de Catwoman Lonely City, qui part plus ou moins sur le même principe, sauf que ça part plutôt sur le futur, en fait. Mhm. Et je pense que ce serait plus intéressant d'essayer de se projeter sur des choses futures que sur un Batman du passé, quoi. Ouais, Enfin, tu préférerais qu'on fasse du Dark Knight Returns que du Year One, quoi. plutôt du Batman Beyond. Oui, non, mais voilà. Parce que du Batman Beyond en Black Label, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Mhm. Euh, Aussi, oui, Nico, tu parlais de Gordon. Et c'est vrai que pour moi, ça fait longtemps que Gordon n'a pas été aussi bien écrit. Il avait été déjà plutôt bien écrit dans la série Joker, qu'on a eu là pendant la période Infinite. Mais là, vraiment, son côté détective et son côté, je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Pareil pour moi. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un très bon point à mettre parce que bah, on aime tous un peu Gordon. Soyons francs. Oui. Voilà, voilà. Donc, bah, c'était un peu tout pour ce premier numéro de la Gargouille. On va passer à quelque chose qui est un peu plus PTSD peut-être. On va parler de Superman Lost. Alors Superman Lost, c'est un titre un petit peu actuel, voilà, c'est une mini-série donc de Christopher Priest, et de Carlo Pagulayan. Je suis désolé putain pour les noms. Je suis pas doué en prononciation. Qui en gros nous présente Superman qui bah, vient de rentrer tout le pitch c'est Superman est rentré sur Terre, sauf que bah, pour les gens sur Terre il s'est passé que quelques jours. Lui il y est resté en gros une vingtaine d'années dans l'espace. Donc il a quelques petits troubles. Et en gros, là où commence ce numéro 6, on est sur Superman qui s'apprête à devoir aller dans l'espace. Ça fait une semaine à peu près qu'il est revenu sur Terre. Et en gros, t'as Superman qui est bloqué vraiment juste au sas de sortie du satellite de la Ligue, tu vois. Et t'as Bruce Wayne qui arrive en fait en habit civil, en fait, tu vois, qui arrive avec son café et tout ça. Puis t'as Flash, il est là. Ça fait quand même une semaine qu'il est revenu là. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on va faire comme on fait jusqu'à maintenant, on lui laisse du temps et tout notre soutien pour récupérer, d'accord? Donc franchement, un Bruce très différent de ce qu'on a pu lire juste avant. Et en gros, donc Bruce continue à demander donc à Superman donc de raconter ce qui lui est arrivé, donc comme dans tout scénario de Christopher Priest. Eh bien, c'est une intrigue qui mélange un peu le présent, le passé, le futur. Et donc là, en gros, on découvre finalement comment il essaye de partir de l'endroit où il est resté bloqué. Des raisons pour lesquelles il choisit finalement d'essayer quand même de partir. Euh, Parce qu'en fait, il est bloqué dans un endroit qui est un peu déglingué politiquement, en gros. Il y a des tonnes de factions sur toutes les planètes, mais c'est un monde qui est en train de mourir, un peu comme Krypton, donc en fait, il voudrait bien le sauver. Et tout ça, et le temps ne passe pas pareil à l'intérieur. Et bah, en gros, la seule chose sur lesquelles les dirigeants de ce monde-là arrivent à se mettre d'accord, c'est qu'en effet, Superman, il doit partir. Voilà. Il y a aussi quelqu'un qui a un vieil anneau de Green Lantern et qui essaye désespérément de retenir Superman parce qu'elle veut pas être toute seule. Et voilà, il y a beaucoup de PTSD. Voilà, c'est un titre, je trouve, à lire. Il est très joli. Et je trouve qu'il, contrairement à d'autres titres qui ont essayé de parler, je trouve, des syndromes post-traumatiques et tout ça, je trouve que celui-ci, en fait, marche vraiment bien.
Voilà, je le trouve beaucoup mieux que plein d'autres tentatives qui ont été faites sur le genre. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé voir un Bruce aussi prêt à aider son poteau au tout début du titre. Et ça finit sur un gros twist. Voilà, il reste encore 4 numéros. Et donc, c'est pas aussi simple. Disons que y a quelqu'un qui va arrêter Superman alors qu'il est sur le point de finalement réussir à s'en sortir. Et je n'en dis pas plus sur l'identité de ce quelqu'un. Mais disons qu'on pourrait le connaître. Je sais pas si le titre vous tente un peu ou pas du tout. Moi, Un petit peu, mais juste pas eu le temps, en fait. Moi, de mon côté, il me tente beaucoup, mais comme je sais que c'est du Priest et que ces temporalités sont toujours alambiquées, j'attends la fin pour lire tout d'un coup. Ouais, bah, je te confirme pour le côté temporalité, même si c'est peut-être un peu plus simple que ces autres temporalités. Parce que vraiment, t'as des trucs très clairs, en fait, qui sont marqués. En gros, il te dit année-temps et tout ça. Mais très clairement, oui, rien que là, tu as quelques jours après le retour, tu as l'année 13, tu as l'année 19, enfin, voilà, t'as pas mal de trucs. C'est typique de Priest. Tout à fait. Mais franchement, c'est un très bon titre et je pensais pas que j'allais apprécier à ce point, en fait. Voilà. Parce que le monde qu'il a réussi à créer est assez intéressant. Voilà. Je n'en dis pas plus. Nous allons passer peut-être à quelque chose d'un peu plus... un peu plus bon enfant. Et si on parlait de The Batman and Scooby-Doo Mysteries numéro 12. Et je te laisse en parler, Midnighter, puisque apparemment tu voulais à tout prix parler de Batman Beyond. C'est ça. Alors oui, donc c'est cette série qui a un dernier numéro, mais il y a déjà la suivante qui est prévue. C'est les aventures de l'équipe de Scooby-Doo. Donc Fred, Daphné, Velma, toute la bande, avec forcément Scooby-Doo et Batman. Et dans ce numéro-là, l'équipe se retrouve sans trop savoir comment dans le futur et rencontre donc Batman du futur, donc Terry McGinnis, pour arrêter le gang du Can Flush. Ouais, Can Flush le Gang. Royal Flush Gang. Le Royal Flush Gang, pardon. Pas de souci. C'est vraiment le genre de comics qui s'adresse prioritairement à un public enfant, ça c'est clair. Mais ça n'empêche pas de rester très fun, même pour un adulte comme moi qui a grandi en regardant la série Batman Beyond et qui continue assez d'apprécier Scooby-Doo. Donc voilà, ça reste très fun, très sympathique. C'est pas tout ce que j'ai à dire en fait dessus. C'est ça. Je peux pas je peux pas aller contre toi parce que je suis totalement d'accord. J'adore ce genre de série. Enfin, je veux dire, j'ai l'intégrale VO de la série précédente, Batman et Scooby-Doo. Voilà, c'est vrai, c'est ce genre de mélange que j'adore et qui sont faits avec amour des deux licences. Ce qui est toujours bien. En même temps, bon, Scooby-Doo appartient à la Warner. Voilà. Oui. J'avoue, très franchement, à la lecture, j'ai cru que j'allais être déçu, en fait. Très franchement. J'étais en train de le lire, et en fait, c'est les twists, c'est le twist de la fin qui a fait que j'ai aimé. Parce qu'en fait, c'était vraiment... je retrouvais justement pas le même souci du détail, et ce genre de truc que je retrouvais dans les autres épisodes de la série. Et le twist final, parce qu'il y a un twist dans Batman et Scooby-Doo, a fait que là, tac, d'accord, mais en fait tout marche. C'est ça. Non seulement ça marche, mais ça explique tout, et en plus, c'est dans le personnage en question, donc c'est parfait en fait. Voilà, c'est ça. Tout marche, franchement. C'est pas forcément une série que les gens iront regarder. De base, Batman, Scooby-Doo, tu vois. Mais jusqu'ici, j'ai jamais lu un mauvais numéro. J'ai cru que celui-ci le serait, et le twist a tout sauvé.
Donc pour l'instant, moi je vous dis des mélanges de Batman Scooby-Doo, donc j'ai vu tous les épisodes animés, j'ai vu le film animé, et j'ai lu donc du coup les numéros de la série précédente et les 12 numéros de celle-ci, et j'en ai pas lu un mauvais. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais Batman Scooby-Doo, moi je recommande. Ouais, pareil. C'est vraiment fun. Ça fait du bien de lire juste des titres qui sont fun à destination d'un public enfantin, parce qu'il faut pas oublier que, mine de rien, c'est quand même cool. Nous, on est des adultes qui lisent des comics, mais avoir des enfants qui lisent des comics, c'est quand même cool aussi. Et c'est enfantin, mais pas débile. Et pas bêtifiant, en fait. Comme je dis, il y a un twist, il y a vraiment un twist. Et enfin, il y a toujours des trucs où il y a toujours un petit moment où t'as un petit éclair de génie qui passe. Et où tu fais « Ah ouais, c'est pas juste un truc fait juste pour que ton gamin il se teste pendant 30 minutes. Non, c'est aussi fait pour qu'il réfléchisse un petit peu aussi, pour qu'il ait des bons trucs, des trucs qui fassent réfléchir qu'il fasse réfléchir, qui fassent marcher son imagination. » Et bah moi, ce genre de série, je suis à fond derrière. Voilà. Donc là, voilà, peut-être que de tout le podcast, c'est la série où je vais être le plus emballé, c'est Batman et Scooby-Doo, j'en suis désolé. Non, mais... Et ça se comprend tout à fait pour l'avoir lu aussi. Voilà, et là vous vous dites, ouais, de toute façon, SN, à partir du moment où c'est des trucs, voilà, un peu enfantin, un peu mignon, il va aimer. Eh ben non, on va parler du titre... qui part aussi sur une autre propriété de la Warner, j'ai nommé les Looney Tunes. C'est le numéro 274 de la série, parce qu'il faut pas oublier que DC publie aussi des trucs qui viennent d'ailleurs. Et donc oui, il y a 274 numéros des Looney Tunes, et alors, c'est pas une série que j'ai lue dans sa globalité, hein, mais en tout cas, ce numéro-là, je ne vous le conseille absolument pas. Voilà. En gros, on a un petit système de notation interne à base de plus, moins, moins, et ben celui-là, il est moins. En gros, c'est 3 petites histoires qui ne sont pas connectées, vite fait, il y a juste le thème vite fait de l'aventure qui est là. Il y a une histoire avec Porky Pig qui fait équipe avec Daffy Duck, tu sais pas pourquoi, ils sont censés aller visiter... un temple maudit, et puis en fait non, c'est pas là-bas qu'ils vont. La 3e histoire, je l'ai déjà oubliée, je suis incapable de dire même qui se trouve dedans. Et la 2e, c'est peut-être la moins pire, et pourtant elle est vraiment pas bien non plus, c'est une histoire de Bip Bip et Coyote, des personnages qui sont chers à mon cœur. Heureusement ils ne parlent pas, mais voilà, c'est un coyote avec une coiffe de pharaon qui crée une pyramide acmé de pièges pour essayer d'attraper Bip Bip. Oh, du classique de Bip Bip et Coyote, quoi. Voilà, mais qui n'apporte rien et qui... Enfin, c'est classique, mais classique chiant, en fait. Classique, j'ai déjà tout vu, enfin... ça a quand même un certain âge, Bip Bip et Coyote, quoi. Ah, c'est très 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 vieux, ça date de plus de 70 ans, il me semble. Voilà, quand je trouve que les cartoons d'époque ont peut-être plus d'imagination... Ça date le premier épisode de Bip Bip et Coyote, excuse-moi de l'interrompre, date de 1949, donc en effet, ça date. Voilà, donc, non, mais très très bien, merci pour la précision. Voilà, je trouve que les épisodes cartoon ont plus d'imagination que ça. Et c'est triste. Parce que, en fait, j'aurais bien aimé lire un bon épisode de Bip Bip et Coyote à la limite. Bref, voilà. Ça, pour le coup, je trouve que c'est de la lecture qui est faite juste pour que les enfants passent le temps et ne réfléchissent pas. Donc, lisez plutôt Batman et Scooby-Doo. C'est ça. Voilà. Et donc, on va parler d'un dernier titre. Un titre... un manga, encore une fois. Tout comme la semaine dernière, nous avions parlé de Superman versus Meshi.
Nous allons parler du très bizarrement nommé Joker One Operation Joker. C'est le titre complet, il y a 2 fois Joker dans le nom, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, celui-ci, donc on va parler donc du numéro 6. Et en gros, pour être franc, j'avais lu que le 1 jusqu'ici. Et je n'ai pas lu les autres. Parce que en gros j'ai lu One Operation Joker parce que je l'avais mis dans ma liste et que personne ne l'avait lu, donc je me suis dit allez, j'y vais. Parce que j'avais pas aimé le 1, en gros. Joker One Operation Joker, c'est un pitch qui pourrait sembler tout droit. C'est un mélange entre un concept du Silver Age et une fanfiction internet. En gros, Batman vient de redevenir un nourrisson et le Joker plaque tout pour l'élever. Voilà, c'est le pitch de la série, et en gros, avec ce pitch-là qui déjà est un peu bizarre, déjà parce que je sais pas si Bruce est consentant à tout ça, le premier numéro me parlait directement des couches. D'accord. J'aurais pas commencé par ça, déjà avec le côté un peu bizarre, un peu chelou, tu vois, de enfant, du côté Joker et la relation avec le Batman qui est parfois souvent montrée un peu comme une relation amoureuse qui va que dans un seul sens. Tu vois, j'aurais pas été partir de suite sur enlever son costume et voir ses fesses, tu vois. Heureusement, heureusement, ce numéro 6 est bien mieux. En gros, on est dans le genre de manga qui existe, en fait, qui est pas le genre de manga qu'on voit traduit par chez nous, qui sont les mangas éducatifs, en fait. C'est les mangas où, tout comme Superman versus Meshi va nous expliquer des choses sur la nourriture japonaise, et à chaque fois revenir sur un aspect, ce manga-là nous revient, en fait, sur comment on élève des enfants. Par exemple, dans le numéro 1, oui, c'était comment, quel genre de couches acheter, comment les mettre et tout ça. Et là, du coup, en fait, donc le Joker, il est tranquille chez lui, et t'as Harley Quinn qui saute à travers la fenêtre avec son gros marteau, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle a pas vu le Joker. Et que bon, voilà. Et le Joker, tu vois, il se pose des questions. Et est-ce qu'elle est pas là pour finalement le buter parce que je fais plus attention à elle? Est-ce que tu vois des petits trucs comme ça, et en gros au niveau du conseil éducatif à ce côté-là, c'est un peu comment on gère par rapport aux gens qui rentrent dans le logis, par rapport aux invités. Est-ce qu'on doit continuer à faire attention tout en étant à la cuisine à côté, ce genre de choses. Du coup, beaucoup plus intéressant, et un petit début d'intrigue un peu plus au long cours sur justement apparemment le Joker est vraiment pour but de se ranger et de plus rien faire de méchant, quoi. C'est vraiment devenu le Jokerologie, hein. c'est voilà, voilà, donc je sais pas où va aller la série sur la suite. En tout cas, ce numéro-là m'a un peu rassuré, on peut dire, sur la série, et je l'ai trouvé assez sympathique. Voilà. Et encore une fois, oui, il y a pas mal de bons petits conseils sur comment élever un enfant et comment s'en occuper. Voilà. Après, c'est assez bizarre d'avoir choisi le Joker pour être le personnage qui se range, même si après, j'ai une petite... Alors, après, je pense que dans l'idée, comme c'est quelque chose qui est à destination plutôt du public japonais, le public japonais qui n'est pas si friand que ça de comics, le but c'est de prendre vraiment les personnages les plus connus. Clairement. C'est pour ça notamment que le premier manga Justice League se nommait Batman and the Justice League. Tout à fait. Parce que voilà, les Japonais connaissent Batman, mais la Ligue de Justice sans plus. D'ailleurs, faut pas oublier qu'au Japon, même s'ils sont beaucoup, les films de super-héros, ils marchent pas si bien que ça là-bas, en proportion tout garder, hein, parce que il y a une très forte culture du cinéma japonais chez eux. Donc voilà, ce qui n'est pas. Mais après, c'est l'histoire du Japon et du comics, c'est une très très longue histoire qui pourrait, qui même demanderait beaucoup plus de temps.
Oui. Rien que les adaptations manga en fait de super-héros, t'en avais déjà dans les années 50 avec Superman en fait. Après, ça a été Oui, Batman dans les années Spider-Man. 60, Spider-Man. Spider-Man dans les années 70 avec Hulk aussi. Une version aussi des X-Men dans les années 90. Enfin, il y a plein de choses à voir et, euh, enfin, Superman a une certaine aura en fait par rapport au public japonais. Il le lisait. Enfin, il faut voir qu'il y a eu une présence américaine sur l'archipel pendant pas mal de temps avec après la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, il y a des comics qui ont beaucoup traîné par là aussi. Et Oui. voilà, Superman est plutôt bien connu au Japon. Même encore, tu prenais dans Dr. Slump, t'avais le personnage de Superman. Tu vois, Oui, des ou trucs après, comme ça. juste un exemple tout bête, dans My Hero Academia, All Might, c'est littéralement Superman. Oui, voilà. Mais C'est un Superman entièrement mangaïfié, bien sûr, mais ça reste dans l'absolu une caractérisation de Superman. Mais Superman, il y avait, enfin, tout était traduit, les dessins animés, pas dans les années 90, mais ceux d'avant, ils étaient en japonais. Oui. T'as eu les comics. Le premier personnage de comics américain qui a eu sa version manga, une vraie version manga, c'était Superman. Enfin, Superman a une certaine aura, si tu veux. Oui. Dans... Oui, non, mais de toute façon, Superman, pour moi, il y a vraiment que trois ou quatre super-héros qui ont cette sorte d'aura. C'est Superman, Batman chez DC et Spider-Man chez Marvel. Ouais. Et un petit peu Wonder Woman, même si on commence à rêver. Wonder Woman, c'est en tout cas au Pour Japon. moi, ça reste que Japon, c'est très récent. Leur symbole est vraiment associé entièrement et pleinement à la pop culture et c'est des choses qui les dépassent. C'est-à-dire que on pourrait juste vendre un film Batman juste en mettant le logo de la chauve-souris, que ça soit aujourd'hui ou ce qui a été fait plus ou moins dans les années 80, hein, parce que l'affiche du film Batman, c'est juste le logo de Batman, et ça suffit à faire venir des gens, en fait, ça suffit à faire venir des gens. Mm-hmm. On peut montrer à n'importe qui, ou presque, le S utilisé de Superman, et la personne, il y a quand même une énorme probabilité de chance qu'elle puisse te dire c'est Superman, même si elle a jamais vu ou lu une adaptation de Superman, en fait. Oui, c'est sûr, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que Superman, vraiment, il y a des chances en fait qu'ils aient pu le lire, contrairement à tous les autres. Oui. Mais en tout cas, ouais, non, c'est assez intéressant, Joker One Opération Joker, plus que ce que j'avais vu. Voilà. DC, alors on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'en fait, il y a 2 mangas qui sont sortis. J'ai pas sélectionné l'autre, donc qui est justement Justice Buster, parce qu'en fait, il est déjà sorti chez nous, en fait. Ouais, le tome 2 est sorti en France cette semaine. Ouais, j'ai Voilà. pas encore eu le temps de Et le procurer. Et là, en fait, si tu veux, ils en sont qu'au chapitre 3, en fait, dans ce qui vient de sortir cette semaine. Donc, du coup, je l'ai pas sélectionné parce qu'en fait, il est déjà sorti par chez nous. Donc, du coup, je me suis dit, comme on est là pour parler de un peu une vision du futur, ce qui n'est pas encore arrivé en France, là, pour une fois, c'est nous qu'on l'a eu en premier. Écoute, Cocorico. Écoutez, merci encore d'avoir répondu présent pour ce 2e numéro. Ça vous a plu ? Merci à toi de nous avoir invités. Oui, ça nous a plu. Une fois de plus, merci à toi de nous inviter pour discuter. C'est toujours agréable. Encore une... Voilà, maintenant on va partir du principe que c'est notre petite pièce à tous les 3, peut-être bientôt à plus. Voilà, c'est c'est comme ça. D'accord ? Allez, là-dessus, nous, on vous dit à une prochaine fois. Et puis, lisez, hein. N'hésitez pas. Salut à tous. Salut. Salut à tous, à bientôt.